Bonjour mes chers élèves, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 avril et donc nous avons terminé les vacances de Pâques, si tant est que l'on puisse parler de vacances vu la situation actuelle. Peut-être que vous entendez un bruit un peu particulier, en fait c'est le bruit de la mer que vous entendez et que j'ai mis en fond. Pourquoi ? Parce qu'après avoir abordé les textes fondateurs de la Bible, nous allons nous intéresser à une œuvre qui est totalement fondée sur le thème de la mer. Il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Comme vous le voyez sur votre droite, nous allons aborder aujourd'hui la présentation de l'écrivain, c'est-à-dire d'Homère, et de son œuvre. Je vais jeter un bref coup d'œil avec vous sur le cahier de texte de la classe pour que vous puissiez vous faire une idée du programme pendant les quelques semaines qui vont suivre. Alors voici le cahier de texte de votre professeur de français. Vous voyez que j'ai mes deux classes, 3e 9, 6e 8. Vous êtes ma 6e 8. Et donc si je me reporte au lundi 20 avril que vous avez ici, pardon, donc le premier cours que j'ai prévu, c'est la séance 1, présentation de la séquence sur Homère. Vous avez remarqué que je n'ai rien prévu dans le cadre des demi-groupes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette séance 1 va déjà vous demander pas mal de travail et donc il n'est pas question de vous surcharger comme vous le savez. Je passe ensuite au jour suivant, le mardi 21. Nous avons 2 heures ensemble et pendant ces 2 heures-là, je dirais même pendant 3 heures puisque le cours, la séance 2 va en fait déborder. Et bien pendant les 2 heures du mardi 21, nous allons aborder la rencontre du Cyclope. Ce sera le premier texte d'Homère. Le chapitre consacré au Cyclope est un chapitre relativement long que j'ai décidé de scinder pour pouvoir l'analyser de manière plus facile. Donc je l'ai scindé, ce qui veut dire qu'en fait je travaillerai la première partie de ce chapitre mardi 21, mercredi 22 et la dernière partie du chapitre va correspondre à la séance 3. J'intitule cette partie « Les ruses d'Ulysse ». Tant que nous y sommes, abordons la semaine suivante. Comme ça, vous aurez 15 jours dans votre tête, d'accord ? 15 jours de français, donc de cette nouvelle séquence. Le lundi 27 avril, j'ai prévu un travail pour le demi-groupe ce coup-ci. Il faudra regarder un programme d'Arte sur Homère, je vous en parlerai tout à l'heure, d'accord ? Il y a en fait plusieurs documentaires sur l'Odyssée qui ont été réalisés avec Sylvain Tesson. Et donc, pour chaque documentaire, j'ai prévu un questionnaire It's Learning. Donc, en fait, vous irez, je vous le montrerai tout à l'heure, sur le questionnaire It's Learning et vous aurez un lien vers la vidéo de la chaîne Arte. Je continue ensuite, donc pour le mardi 28, j'aborderai une nouvelle séance en relation avec le texte sur le Cyclope. Cette séance portera sur les expansions du nom, c'est-à-dire en fait tous ces mots ou groupes de mots qui permettent d'apporter des précisions sur les noms. Ensuite, je poursuis avec le mercredi 29 avril. Nous poursuivrons notre séance sur les expansions du nom. J'ajouterai vraisemblablement une page interactive d'exercice à partir d'e-learning, mais cela je ne l'ai pas encore faite, donc je vous en parlerai plus tard. Et enfin, le jeudi 30 avril, juste avant donc votre jour férié, c'est-à-dire le 1er mai, qui est la fête du travail. Donc, juste avant, vous aurez la séance 5, la rencontre de Circé, la magicienne. Je n'ai pas encore prévu les autres dates ainsi que les autres vidéos. Pourquoi ? Parce que j'espère qu'à partir du 1er mai, nous y verrons un petit peu plus clair par rapport au confinement. Donc je ne vais pas créer des vidéos si on rentre en classe et si ces vidéos ne me servent pas. Vous savez que pour moi, c'est énormément de travail. J'aimerais vous parler maintenant des différents supports que nous allons utiliser dans le cadre de cette séquence sur Homère. Donc, au début de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais demandé d'acheter un livre, l'Odyssée d'Homère. Certains l'ont déjà, d'autres l'ont peut-être laissé dans le casier, donc au lycée français de Barcelone, ce qui serait dommage. Bref, on va essayer de se débrouiller en fonction donc des conditions actuelles. Donc, on va travailler sur plusieurs documents et notamment, je l'ai dit, l'Odyssée. Vous avez aussi dans votre manuel de français, d'accord, le manuel 6e, vous avez toute une séquence en fait qui est fondée sur l'Odyssée et qui se situe à la page 121. Donc vous pouvez vous reporter en fait aux différentes pages qui commencent à partir de celle-ci pour pouvoir lire des textes et vous documenter.
Alors, je résume au niveau des supports que nous utilisons. Donc, voici l'édition de l'Odyssée que j'ai demandé au début de l'année. C'est sur celle-ci que je vais travailler. Vous avez ici le recto, et voici donc, pardon, le recto, la première de couverture et la quatrième de couverture, c'est ainsi que l'on dit. Ensuite, au niveau des supports, donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un document audiovisuel qui est diffusé par la chaîne Arte. Je voudrais aussi vous parler d'un site absolument génial qui a été créé par la Bibliothèque nationale de France et qui s'appelle Homère sur les traces d'Ulysse. C'est en fait, si vous voulez, une plateforme interactive sur laquelle vous trouvez énormément de choses. Alors je vais me connecter donc à cette plateforme pour vous montrer de quoi il retourne. Alors, pour trouver le travail réalisé par la Bibliothèque nationale de France sur Homère, vous devez taper tout simplement dans le moteur de recherche Google, ou dans un autre moteur de recherche comme vous voulez. Tenez, je vais aller dans Google par exemple ici, et donc vous allez taper Homère BNF, c'est tout. Et donc vous cliquez sur Entrée, et là vous allez donc tomber sur BNF, Homère, Iliade, Odyssée, Ulysse 3. Vous cliquez sur cette première entrée, et voilà, vous retrouvez effectivement le photogramme que j'ai créé donc de la page d'entrée. Donc quand on regarde attentivement, on a plusieurs choses ici, l'exposition, la bande défilée, feuilletoire, le poète, l'Iliade, l'Odyssée, gros plan sur Homère, etc., etc. Bref, regardez par exemple, je vais rentrer là-dedans, donc voilà, Homère et les Muses, pourquoi pas, je clique dans Homère et les Muses, et donc, vous voyez ici, j'ai une flèche qui me permet effectivement, de découvrir non seulement des images importantes, là par exemple, nous avons une édition extrêmement ancienne de l'Iliade et de l'Odyssée, je peux cliquer en fait sur des images et obtenir des informations ensuite, revenir sur le texte, continuer, vous voyez, là par exemple, nous avons des monnaies qui représentent Homère, etc., etc. C'est très bien fait, des gravures représentant le poète. Il suffit de cliquer sur l'image pour obtenir ensuite, vous voyez, des informations extrêmement précieuses. Donc vraiment, c'est un travail scientifique qui a été réalisé sur le poète. Vous avez l'opportunité aussi de découvrir la biographie du poète, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez par exemple ici, si je clique effectivement sur ce document-là, vous voyez, vous avez même un enregistrement sonore qui a été réalisé pour vous expliquer la vie d'Homère, que vous pouvez éventuellement agrandir, mettre en plein écran, etc., etc. Enfin bref, c'est un travail remarquable qui a été réalisé, profitez-en. Alors à côté de ce dossier extrêmement volumineux réalisé par la Bibliothèque nationale de France, je vous ai parlé de documentaires audiovisuels réalisés par la chaîne Arte consacrée à Homère, l'Odyssée et l'Iliade, donc en relation avec un explorateur qui porte le nom de Sylvain Tesson et qui a publié un ouvrage intitulé Un été avec Homère. Je vous parle de tout cela avec mon propre document. Donc en fait, les documents audiovisuels sont regroupés sous un titre qui est dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson. Et donc on trouvera, vous voyez, si jamais vous cliquez dans le sillage d'Ulysse, vous allez tomber donc sur YouTube sur ou sur la chaîne d'Arte, pardon, sur plusieurs vidéos. Vous voyez, il y en a là 3, mais en fait il y en a 5 au total. Et donc comme je vous l'ai dit, l'objectif ça va être de vous interroger sur chacune des vidéos qui durent en moyenne 30 minutes et qui présente effectivement le périple d'Ulysse, Ulysse étant le personnage de l'Odyssée que nous allons travailler en classe. D'accord? Vous voyez, l'ascenseur ici indique effectivement que vous avez plusieurs vidéos. Donc ici nous sommes sur la chaîne d'Arte. Vous n'avez pas besoin d'aller sur cette chaîne tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait il suffira de vous connecter à X-Learning et je vous enverrai un lien, d'accord? Le questionnaire sera assorti à un lien qui vous permettra à la fois d'être sur X-Learning et sur la chaîne d'Arte pour pouvoir faire le travail. Alors je viens de vous dire que Sylvain Tesson finalement s'intéresse au personnage d'Ulysse qui est le personnage principal de l'Odyssée d'Homère. Je dois ajouter aussi que Sylvain Tesson a pris son propre bateau, je crois que c'était le sien effectivement, et qu'il a fait le tour de la Méditerranée pour retrouver en fait les lieux où se sont déroulées les aventures du personnage homérique. Il n'est pas le premier à faire ce genre de choses. Avant lui, Victor Bérard,
qui est en fait un philologue, un professeur d'université, mais surtout un traducteur d'Homère connu. Victor Bérard a entrepris lui-même un périple autour de la Méditerranée pour retrouver les aventures d'Ulysse, d'accord? Et donc, je vais reprendre le périple qui a été imaginé par Bérard pour suivre avec vous donc ce personnage qui porte le nom d'Ulysse. En fait, au départ, ce que j'avais prévu, c'était d'abord de travailler avec vous la biographie d'Homère, de vous présenter Homère et ensuite de vous présenter le personnage. Mais finalement, je fais l'inverse. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de Sylvain Tesson et comme Sylvain Tesson suit en fait le périple dessiné par Victor Bérard, pardon, du coup, ça me paraît plus logique d'aborder d'abord la question d'Ulysse. Alors, vous voyez ici une carte en fait de la mer Méditerranée avec sur votre gauche un portrait de Victor Bérard, ce professeur donc d'université, philologue, spécialiste donc des langues grecques. Il a traduit, je vous l'ai dit, les œuvres d'Homère, l'Odyssée d'Homère, et il est parti surtout avec son propre bateau suivre le périple d'Ulysse. Et donc c'est ce périple que nous allons suivre. En fait, je vais dessiner des éléments sur la carte pour voir donc ce que le personnage a découvert. Vous voyez que derrière vous avez la mer, vous entendez le bruit de la mer, parce qu'en fait il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est que l'Odyssée est un texte poétique qui doit être associé à la dimension du plaisir, et notamment du plaisir esthétique, et qui doit être associé bien sûr à la mer, parce que la mer est omniprésente, elle est comme une sorte de toile de fond de cette œuvre. Alors vous voyez en tout petit ici, en fait, la première étape du voyage d'Ulysse, d'accord, qui va en fait de Troie au Kikone. Alors, voilà, je vais agrandir cette image-là pour que vous la voyez mieux. Vous voyez ici, donc où nous sommes, la ville de Troie en fait donc est tombée à la suite de la victoire des Grecs. Ulysse quitte Troie et découvre un peuple, le peuple des Kikones, qui en fait était du côté des Troyens. Donc en fait Ulysse va dévaliser les Kikones, va les piller et il repartira ensuite. Alors je vais remettre ceci à sa place, voilà, c'était par ici et je continue. La deuxième étape donc va du pillage des Kikones au Cap Malais. Je vous montre ceci. Donc je vais agrandir, voilà, cette étape du voyage ici. Donc on est en fait dans un pays qui s'appelle la Thrace. On part donc de la Thrace. Ulysse part avec son bateau et rejoint le Cap Malais où là il va essuyer une violente tempête qui va le repousser très loin. Je réduis donc cet élément-là et le remet à sa place. Comme vous le voyez sur la carte, Ulysse donc va quitter le Cap Malais et se retrouver chez les Lotophages. En fait, les Lotophages, grosso modo, je crois que c'est l'île de Gerba. D'accord, regardez, je vais grossir effectivement cet élément de la carte. Vous voyez donc le Cap Malais est ici. On voit l'île de Gerba. Les Lotophages sont des mangeurs de lotus d'après l'Odyssée d'Homère. Ce sont des gens pacifiques mais en même temps indolents qui ne font rien. Et Ulysse va donc quitter ce peuple-là pour se retrouver en train de vivre d'autres aventures, d'accord? Il va partir du côté en fait de la Sicile. Allez, nous poursuivons notre voyage. En avant. Voici donc maintenant donc un autre périple depuis donc l'île de Gerba grosso modo, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est, jusqu'à la Sicile, au large de la Sicile, une île, l'île des Cyclopes. Je vais agrandir cet élément-là comme tout à l'heure, vous voyez, voilà. Donc les cyclopes sont des créatures mi-humaines, mi-dieux, qui n'ont qu'un œil au niveau du front. Je vous en parlerai plus tard, puisque nous allons travailler sur un passage qui concerne les cyclopes. Et donc Ulysse doit affronter un cyclope qui porte le nom de Polyphème. Je continue donc mon investigation. Voici donc un autre périple, la suite du périple depuis la Sicile. Ici, il y a toute une aventure avec Éole, qui est le dieu du vent, mais dont je ne vous parlerai pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu véritablement polariser votre attention sur des épisodes que nous allons travailler en classe, d'accord? Donc les cyclopes les cyclopes effectivement constituent un ensemble important pour nous. Le texte des cyclopes sera analysé en classe, de la même manière que le texte consacré à Circé le sera, d'accord? Donc ici, on a en fait une étape que j'ai laissée de côté, celle-là aussi. Ici, nous avons la découverte en fait de cannibales, d'accord? Donc on les laisse de côté. Le peuple ici
donc a pour nom le peuple des Lestrigons. C'est un peuple cannibale, Ulysse devra l'affronter. Je n'aurai pas le temps d'aborder ce passage, c'est la raison pour laquelle je passerai directement des Cyclopes à Circé. La déesse Circé, la déesse magicienne qui transformera quelques compagnons d'Ulysse en porcs, j'y reviendrai. Alors je remets ce texte là, donc voilà, au bon endroit. Et nous arrivons donc à la fin de notre périple. Quand je dis à la fin de notre périple, ce n'est pas celui d'Ulysse. Donc en fait, nous avons encore deux étapes, celle des sirènes et celle de Charybde et Scylla. Bien évidemment, Ulysse poursuivra son errance jusqu'à ce qu'il retrouve son île, sa chère île, l'île d'Ithaque, où l'attend sa femme Pénélope. D'accord? Donc, de Circé, nous irons découvrir les sirènes qui sont des monstres mi-femme, mi-oiseau, je vous en parlerai, et ce ne sont pas des poissons contrairement à ce que les gens pensent. Et ensuite, Ulysse découvrira deux autres monstres, Charybde et Scylla. Sachant que la découverte des monstres que vous avez ici est liée à une prédiction de Circé. Circé, effectivement, prévient Ulysse d'un certain nombre de malheurs, d'un certain nombre d'écueils que le héros devra éviter. Bien, j'espère que vous êtes content de faire ce voyage en mer avec moi. En ces périodes de confinement, ce type d'évasion est absolument essentiel, ne croyez-vous pas? Voilà, que ce soit en cours de français ou en cours d'histoire par exemple. Donc je vais vous résumer un petit peu ces enjeux du voyage, je vais les reprendre d'une manière un peu différente. Donc nous avons dit, première étape, de Troie jusqu'à Thrace, la découverte des Kykones. Deuxième étape, des Kykones jusqu'au Cap Malais. Troisième étape, du Cap Malais, donc en direction du pays des Lotophages. Enfin, en direction. Ce n'est pas volontaire, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, Ulysse dérive. Ulysse n'a aucune intention d'aller sur l'île des Lotophages, vous l'avez compris. Tout cela, en fait, est lié aux décisions divines ou au hasard, comme vous voulez. Ensuite, depuis l'île des Lotophages jusqu'à l'île des Cyclopes, de l'île des Cyclopes jusqu'à Éole, les Lestrigons et Circé, Circé, et enfin, dernière étape, donc Circé, les sirènes, Charybde et Scylla. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, il s'agit dans l'Odyssée d'une aventure marine, d'une aventure qui est liée à la mer, marine ou maritime, peu importe, mais en tout cas d'une aventure liée à la mer. J'ai ici fait un découpage d'une enluminure médiévale représentant Ulysse et ses compagnons, et vous voyez, nous allons voguer doucement, petit à petit, nous allons reprendre le périple d'Ulysse, d'accord? Sachant, comme je vous l'ai dit, effectivement, que l'on peut, se déplacer comme cela sur la mer Méditerranée, car il s'agit de la mer Méditerranée. Alors, on peut voir si vous avez bien retenu le périple d'Ulysse. Allez, en avant, je vais réduire le bateau d'Ulysse et le déplacer sur la carte. Vous êtes prêts? Voici donc le bateau d'Ulysse et de ses compagnons. Donc, où est-ce qu'on est normalement? On part d'où? Alors, je vous écoute. Est-ce que vous vous en souvenez? On part d'ici, exact. Ici, donc, Ulysse quitte la ville de Troie. Je vous rappelle que les Grecs ont gagné la bataille. Ensuite, Ulysse se déplace. Il va donc se rendre là en Thrace, découvrir les Kykones. Ensuite, Ulysse va dériver jusqu'au Cap Malais. La violente tempête. Ulysse dérive jusqu'à donc se retrouver vraisemblablement en Tunisie à côté de l'île de Gerba. De là, je vous rappelle qu'en fait l'objectif c'est qu'Ulysse retourne à Ithaque, sa ville de prédilection, la ville effectivement où l'attend sa femme Pénélope. Et chaque fois, que se passe-t-il? Il n'y arrive pas. Donc là, il est parti chez l'Autophage, il repart ici, il se retrouve donc chez les Cyclopes. Ensuite, pas de chance, on arrive du côté, ici donc, on arrive du côté des cannibales, les Lestrigons. Ulysse ensuite découvre la déesse Circé, il la découvre même de manière très approfondie si je puis dire. Ensuite, les sirènes, enfin, deux monstres, Charybde et Scylla. Il y aura d'autres aventures que nous allons laisser de côté parce que nous n'avons pas forcément le temps d'aborder tous les épisodes de l'Odyssée. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Maintenant, je vais aborder avec vous la question de la biographie d'Homère. Je vais vous donner des indications sur cet écrivain de l'Antiquité, ainsi que sur ses œuvres et sur la diffusion de ces œuvres-là. Pour ce faire, je me suis inspiré des indications que l'on trouve sur l'exposition de la Bibliothèque nationale de France. D'accord, j'ai aussi d'ailleurs repris un certain nombre d'images, puisqu'elles étaient extrêmement bien référenciées et d'excellente qualité. En avant donc, pour cette biographie d'Homère, vous voyez qu'il y a des textes qui sont relativement longs. Ici, vous avez en fait un stylo que je vais utiliser parce que je pense aux élèves dyslexiques. Comme ça, vous allez pouvoir vous repérer. Vous allez pouvoir vous repérer dans le texte, d'accord? Au fur et à mesure, je pourrai effectivement faire descendre le stylo. Alors en avant. Homère est un auteur archi connu dont on sait peu de choses. Pour le dire autrement, Homère est avant tout une légende avant d'être un homme de chair et de sang. Certains prétendent qu'Homère a fondé des écoles dans 7 villes différentes comme Athènes, Argos, Smyrne ou Chios. On dit aussi qu'il est aveugle, mais aucune preuve n'a été donnée de sa cécité. Les peintres, les sculpteurs et les graveurs le représentent aveugle. Le nom d'Homère, Homéoron, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, et qui veut dire qu'il ne voit pas, serait une allusion au trouble de la vue du poète. Le double d'Homère dans l'Odyssée, le poète Démodocos, est aveugle. Le devin Tirésias, interrogé par Ulysse, souffre du même mal. Je continue ici. Deuxième colonne. Homère est tellement célèbre que la connaissance de ses œuvres est incontournable, y compris durant l'Antiquité. Dans son œuvre intitulée Le Banquet, Xénophon évoque un personnage qui a appris par cœur l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, conformément à la volonté de son père. Ceci nous amène à envisager les 2 grandes œuvres que l'on attribue à Homère et qui viennent d'être citées. Elles sont très différentes l'une de l'autre au point que certains spécialistes pensent que 2 auteurs en assument l'écriture. L'Iliade se fonde sur l'évocation de la guerre de Troie jusqu'au retour des Grecs dans leur patrie. L'Odyssée évoque le voyage forcé d'Ulysse en Méditerranée après la chute de Troie. Allez, on poursuit. 3e colonne. Homère était un aède, c'est-à-dire un musicien qui chantait les exploits des héros grecs accompagnés d'une cithare ou d'une lyre. Il y en avait beaucoup à cette époque. Ils voyageaient et ils étaient reçus dans les grandes maisons et chez les rois. Il ne faut pas confondre 2 types d'artistes en vogue à cette époque, le rhapsode et l'aède. Le rhapsode reprend les textes poétiques connus et les récite debout, un rameau de laurier à la main. Il peut interpréter le texte avec une gestuelle, mais il ne joue d'aucun instrument. L'aède, pour sa part, récite ses propres textes et comme Orphée, dont il est l'héritier, c'est un poète musicien. Pardon, excusez-moi. Ça va, je ne vais pas trop vite? Alors, je poursuis donc ces indications sur le poète Homère. En avant. Donc, première colonne. Homère est le père de l'épopée. L'épopée est l'ancêtre du roman moderne. C'est un genre littéraire qui consiste à raconter en vers les exploits légendaires des héros. L'épopée est donc liée à la légende et au mythe. Comme les récits n'étaient pas consignés par écrit, du moins jusqu'à la fixation des textes par le tyran Pisistrate, les aèdes utilisaient des formules toutes faites pour aider la mémoire. Ce sont les épithètes homériques. On trouve très souvent par exemple l'image de l'aurore aux doigts de rose dans l'Odyssée, les expressions Ulysse aux mille ruses, Ulysse à l'âme endurante et bien d'autres encore. Homère est-il un poète immoral? La question ne se pose pas avec l'Iliade dont le modèle héroïque reste incontesté, mais elle s'impose à l'esprit dès qu'on lit les aventures passionnantes d'Ulysse. Dans l'Odyssée, en effet, les dieux sont immoraux, ils sont infidèles, jaloux, ils aiment les excès et la guerre. Rien ne les arrête. Le grand philosophe Platon dénonce Homère pour cette raison dans son œuvre La République. Bien plus tard,
les premières traductions françaises d'Homère sont appelées belles infidèles parce qu'elles suppriment les passages que la morale conventionnelle juge choquants. À quel moment maintenant, à quel moment les textes de l'Iliade et de l'Odyssée furent-ils fixés par écrit? Il y a plusieurs réponses, voici celle qui est la plus répandue durant l'Antiquité. Selon un texte du IVe siècle avant Jésus-Christ, le tyran Pisistrate et son fils Hipparque obligèrent les rhapsodes à réciter les textes d'Homère sans interruption. C'est à ce moment-là que le monarque ou son fils commandèrent la première édition du texte, considérée comme authentique. Bien, j'en ai terminé avec la biographie d'Homère. C'est une biographie succincte. Vous avez beaucoup plus de choses sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Et maintenant, je vais vous proposer un petit jeu. Excusez-moi. Je vais vous proposer un petit jeu pour associer en fait l'image et le texte homérique. Alors, regardez attentivement ce montage d'images que j'ai créé pour vous. J'ai repris d'ailleurs certaines images du site de la Bibliothèque nationale de France dont je vous parle. Objectif. Je vous ai lu la biographie d'Homère. Il va falloir penser à des éléments de cette biographie qu'il va falloir associer aux images. Par exemple, à quoi est-ce que je pourrais associer l'image que je vous montre ici? Regardez, on voit un homme qui regarde dans le vague, d'accord? D'après vous, quel est l'élément de la biographie qui est important et qu'on pourrait citer ici? Eh bien, c'est celui-ci. Effectivement, si vous regardez attentivement la biographie, on dit qu'Homère est aveugle, mais aucune preuve réelle n'a été donnée de sa cécité. Les peintres et les sculpteurs et les graveurs le représentent aveugle. Et ici, effectivement, on a l'une des représentations d'Homère aveugle. Vous allez me dire, mais j'y vois rien, je suis pas sûr qu'il soit aveugle ici. Alors, avec un peu d'imagination quand même, on voit bien que les yeux ici, eh bien, sont dans le vague. Je passe donc à la deuxième image, celle-ci. Regardez attentivement cette image. Donc, on a donc un homme avec des lauriers sur la tête qui vraisemblablement donc utilise un instrument de musique ancien. D'après vous, cette image-là correspond à quel élément de la biographie? Alors, je vais interroger par exemple, pourquoi pas, allez Nicolas Eugène, puisque tu peux me le dire. Oui, tu as raison Nicolas, tout à fait. En fait, ici, c'est par rapport donc à la fonction de la aide. Homère était un aède, peut-on lire dans les pages précédentes. Homère était un aède, c'est-à-dire un poète musicien qui chantait les exploits des héros grecs accompagné d'une cithare ou d'une lyre. Alors ici, je serais incapable de vous dire de quoi il s'agit. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une cithare. Hop, on poursuit. Vous allez me dire, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous avez mis un petit morceau d'herbe ou une branche? Réfléchissez. Si ici j'ai mis ce rameau, d'accord, ce n'est pas un hasard, je vous aide. Il s'agit d'un laurier. Alors, à un moment donné, j'ai parlé des aèdes et des, comment est-ce qu'on les appelle? Ceux qui vont reprendre les textes poétiques tels quels, sans ajouter forcément des textes supplémentaires. Comment appelle-t-on ceux qui récitent les textes poétiques durant l'Antiquité de manière fidèle? On les appelle des rhapsodes. Et les rhapsodes, effectivement, se tenaient debout, d'accord? Les rhapsodes se tenaient debout et ils récitaient avec un laurier, un rameau de laurier à la main, d'accord? Voilà. Prenons maintenant l'image du bateau que nous avons ici. C'est la même image que j'ai utilisée, souvenez-vous, pour me déplacer sur la carte de la Méditerranée. Alors, à quel élément de la biographie correspond cette image? À celui-ci, je vous le montre. Donc, l'Odyssée évoque le voyage forcé d'Ulysse en Méditerranée après la chute de Troie. Forcé, pourquoi? Parce que l'objectif d'Ulysse, je vous le rappelle, c'est de rentrer sur l'île d'Ithaque, d'accord, pour retrouver sa femme. Donc, ce sont ces éléments-là de la biographie, effectivement, donc que l'on peut associer en tout cas à l'image. Voilà, je poursuis. Regardons maintenant attentivement la couverture du livre intitulé République. D'accord? L'auteur, vous le voyez, c'est Platon. L'auteur est indiqué. Vous avez d'ailleurs une représentation du philosophe grec. Alors, à quel moment est-ce que j'ai évoqué Platon dans la biographie d'Homère? Est-ce que vous vous en souvenez? En fait, j'ai évoqué Platon
quand il a été question de l'immoralité d'Homère et de l'immoralité des dieux. D'accord? Je vais vous montrer donc de quel texte il s'agit. Voilà. Nous avons écrit: le grand philosophe Platon dénonce Homère pour cette raison dans son œuvre La République. D'accord? Pour cette raison, c'est-à-dire pour la raison de l'immoralité. En fait, Homère n'est pas accueilli dans le panthéon de Platon. D'accord? Et je termine donc avec cette image. Si je regarde attentivement cette image, je vois des pattes de mouche reproduites sur une sorte de papyrus, d'accord? C'est un papyrus effectivement. Évidemment, les inscriptions que l'on voit sont des inscriptions grecques, d'accord? Donc en fait, l'image pourrait correspondre à une question que l'on pose dans le texte sur Homère. C'est la question suivante: à quel moment les textes de l'Iliade et de l'Odyssée furent-ils fixés par écrit? D'accord? La dernière image que vous voyez ici, j'ai pas eu le temps en fait de la commenter, je n'ai pas suffisamment de place pour le faire. En fait, on voit un homme avec une lyre et des animaux tout autour effectivement qui semblent écouter ce qui se passe. Est-ce que cette légende ne vous parle pas? Je ne vous ai pas parlé d'un homme effectivement qui jouait de la lyre, chantait des vers et charmait les animaux tout autour. Oui, bien sûr, il s'agit en fait du poète Orphée, d'accord? Donc ici, nous avons l'une des représentations d'Orphée. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Orphée? Parce qu'en fait, Homère, qui est un Aède, pourrait être considéré comme un descendant d'Orphée. Lui-même joue d'un instrument de musique, chante des textes poétiques et va de ville en ville pour pouvoir déclamer ses vers. Orphée, vous vous souvenez, on avait travaillé en fait un tableau. Oui, un tableau, donc c'est Orphée et les Bacchantes, absolument. Pardon. Alors, vous allez prendre maintenant votre cahier de français, vous sortez votre trousse s'il vous plaît. Le but, c'est donc de réaliser une trace écrite à partir de ce montage vidéo que vous venez de découvrir, d'accord? Donc, prenez votre cahier en avant. Vous allez donc noter le titre suivant, séquence 5, les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Je vais mettre le mot Odyssée en italique. Voilà, dans l'Odyssée d'Homère. Vous pouvez le souligner bien évidemment. Donc, séquence 5, les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Séance 1, présentation de l'écrivain et de l'œuvre. Donc, notez cela. Séquence 5, les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Séance 1, présentation de l'écrivain et de l'œuvre. C'est bon, vous y êtes? Alors, un petit travail d'écriture, tout petit. Voici donc la consigne. Après avoir noté le titre, séquence 5, les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, séance 1, présentation de l'écrivain et de l'œuvre, vous allez marquer la consigne de l'exercice. Vous allez donc écrire « Je fais un petit texte pour indiquer ce que j'ai retenu de la présentation d'Homère et de l'Odyssée. » D'accord? Allez-y. Marquez donc cette consigne. « Je fais un petit texte pour indiquer ce que j'ai retenu de la présentation d'Homère et de l'Odyssée. » Vous pouvez faire un texte de la longueur que vous souhaitez, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de fixer les éléments importants dans votre mémoire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire des phrases types. Par exemple, je sais que, et là vous complétez, en fonction de ce que vous dit votre mémoire, j'ai retenu que, j'ai appris que, ou alors j'ai découvert que. C'est clair ? Donc je vous demande de rédiger un texte. Là, vous voyez, si vous faites ce canevas, ça veut dire que vous allez réaliser 4 phrases. Vous pouvez en faire 5, 6, 7 ou même 10, peu importe, d'accord? Faites attention quand même à l'orthographe et à la construction des phrases. Pardon. Donc voilà, ce cours se termine. J'insiste sur un fait, c'est que le travail que je vous ai demandé de faire sur le cahier, je le vérifierai dès lors que vous reviendrez au lycée français de Barcelone. Donc évidemment, je tiens à ce que le travail soit fait, c'est bien clair, hein. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures homériques.